Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons aujourd'hui notre 9e Delville Academy. Alors, certains d'entre vous nous suivent régulièrement et nous les en remercions, et d'autres nous connaissent peut-être un peu moins. Donc, je vais vous donner quelques mots sur notre cabinet. Donc, Delville Management est un cabinet de management de transition pure player. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs aujourd'hui, avec une présence à Paris, à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons un club de dirigeants, le club Delville, dans lequel il y a des experts qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers la Delville Academy. Et nous avons donc le plaisir de recevoir ce matin Nicolas Guillet, qui est bien évidemment membre du club Delville. Nicolas a dirigé des entreprises dans des contextes de transformation et de retournement dans l'industrie, en France et à l'étranger. Il s'investit actuellement dans le développement d'une société de conseil, OneStone, qui accompagne ses clients dans toutes les dimensions de la stratégie et de l'expérience client avec une obsession, l'impact sur la bottom line. Il va donc très naturellement nous parler ce matin du client, qui est un détail à ne pas négliger lors d'une transformation. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Nous y répondrons à la fin. Nicolas, merci de ta présence. Je te laisse la parole. Bonjour, merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour effectivement vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le client, et dans un contexte qui est celui qu'un certain nombre d'entre vous qui peuvent être managers de transition doivent connaître, qui est celui de la situation de transformation, pour le dire d'une certaine manière, ou parfois de retournement dans notre cas de figure. Ce que moi j'ai observé au cours de ma carrière, c'est que dans un contexte de transformation, particulièrement dans une situation de retournement, on peut se retrouver à être dans la situation où on veut un peu raviver les braises d'une entreprise, d'une organisation dans laquelle on doit intervenir et pour laquelle le feu sacré s'est parfois un petit peu éteint. Donc, c'est un des rôles, et c'est par ça que souvent commence une mission, c'est identifier les leviers à actionner. C'est un sujet, on va dire, classique du manager de transition. Alors, si on regarde la littérature, le travail classique, la façon traditionnelle de le faire, de réaligner une organisation, c'est de définir sa mission, de caler sa vision, de clarifier les valeurs de l'organisation. Seulement, je ne discute pas de la pertinence de cette approche, seulement dans la temporalité ou dans la dynamique d'un retournement, on n'a pas forcément le temps, le loisir de déployer ce type d'approche. Donc moi, ce que je vous propose ce matin, c'est de partir d'un autre angle qui n'est pas contradictoire, qui est juste une autre façon d'appréhender le sujet, qui est celui du client, et d'utiliser le client comme un totem, d'où ce petit visuel que je vous propose, de totem autour duquel on va chercher à cristalliser les énergies et à aligner les équipes dans la situation de retournement. Le totem, hein, vous savez, il a deux vertus ou deux caractéristiques. La première, c'est qu'il représente une déité. Donc, faire du client, le totem, c'est un peu le remettre, comme on dit dans un langage plus rugbyistique, remettre l'église au centre du village. Et c'est aussi, le totem, c'est aussi autour de lui que que se réunit la tribu dans un certain nombre de situations. Et donc voilà, moi l'exercice auquel j'ai eu l'occasion de me livrer et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est celui-là. Celui-là parce que je veux commencer avec mon premier message clé. Le client n'est pas un élément de la top line du business plan. Souvent, je l'ai vu, et sans jugement de valeur là encore, en travaillant avec des private equity, on vient cruncher, on travaille les chiffres, on prend les éléments de la top line, la ligne du haut, le chiffre d'affaires, et ce que je vous propose, c'est d'aller dans ce genre de situation, d'aller chercher ce qu'il y a derrière les chiffres. Parce qu'il y a quelqu'un derrière la fameuse top line et l'expérience que moi j'ai vécue, c'est que ça vaut le coup d'aller les rencontrer.
pas d'aller les rencontrer comme un CFO parle à ses clients pour récupérer du cash, pas comme le directeur des opérations parle à ses clients pour aller mettre au point une spécification. C'est vraiment pour aller l'écouter, aller sur la route. Et ça, c'est une leçon apprise qui est extrêmement puissante que j'ai pratiquée avec un comité de direction, d'envoyer l'ensemble du CODIR sur la route, rencontrer les clients, les écouter et très humblement, c'est une expérience, ça semble tellement bête de dire ça ou tellement simple. Et pour moi, ça a été une expérience extrêmement formatrice dans la mesure où elle nous a permis, dans un cas précis que j'ai en tête, de nous rendre compte que nous faisions fausse route dans la façon dont nous avions organisé notre outil industriel. On cherchait à répondre à ce qu'on pensait être ce que nous avions imaginé être le besoin de nos clients. Puis en fait, en allant les rencontrer, on a modifié significativement notre organisation industrielle parce qu'elle n'était pas adaptée à ce dont nos clients avaient véritablement besoin. Deuxième exemple, c'était sur des déploiements d'outils digitaux où aussi on avait une idée en tête et puis en allant écouter, mais de codir à codir, ça nous a évité de faire fausse route. La leçon que j'ai apprise aussi à cette occasion, il faut y être attentif dans une situation de retournement, c'est aller écouter intimement et au niveau que le codir aussi aille écouter ses clients, mais attention à ne pas tomber dans un piège qui est celui de plus écouter ses clients que ses collaborateurs. Parfois, ça nous a été reproché, et ça c'est un point auquel maintenant je suis particulièrement vigilant, de dire, OK, allons à la rencontre de nos clients, faisons de notre client un totem, mais sans oublier d'embarquer nos collaborateurs avec nous. Sinon, le risque, c'est d'arriver ou de revenir avec des idées, entre guillemets, géniales, en tout cas celles qu'on a obtenues en communiquant avec nos clients, pour que les collaborateurs nous disent, non, mais attendez, ça fait 10 ans qu'on vous le dit, personne ne nous écoute, et c'est maintenant que vous allez sur la route que vous vous en rendez compte. Donc ça, c'est un petit piège, premier message. Toujours dans le contexte, pour avancer sur ce contexte de retournement et de transformation, on sait que le monde est complexe. Les managers de transition et les gens qui interviennent ou qui font appel à eux, en général, sont dans des situations où il faut savoir identifier la bataille qui est à mener, trouver la route qui est à suivre et en général ne pas se disperser. C'est une caractéristique et une nécessité que de bien définir ses priorités. Donc, une façon de le faire, je vais la partager avec vous et je vais vous demander votre avis. Premier message ou première réflexion sur laquelle je vais vous demander votre avis, c'est cette affirmation qui dit que l'orientation client consiste à répondre aux attentes des clients. Alors, la façon dont ça va fonctionner, je vais vous demander dans le chat de répondre, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, de taper 1. Si vous n'êtes pas d'accord, de taper 2. Je vais vous laisser quelques minutes ou quelques secondes pour me donner votre avis là-dessus, sur le fait que l'orientation client consiste à répondre aux attentes de nos clients. Delphine est en train de regarder le chat et donc dans quelques instants va analyser les statistiques, n'est-ce pas Delphine, pour nous dire quelle est Pour la l'instant, tendance. oui, pour l'instant, une majorité de 2. Intéressant. Alors, Allez, on va se laisser encore quelques secondes. Toujours 2, Delphine? oui, alors il y a quelques 1, mais très clairement, beaucoup plus de 2. Ah, eh ben écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dans la mesure où ça confirme, Delphine, la grande qualité de l'auditoire et des membres du Club Delville et de la Delville Academy. En effet, c'est un message extrêmement important. Il faut aller à la rencontre de ses clients, je vous l'ai dit précédemment, mais il faut surtout savoir où on veut aller. Et pour illustrer ça, il y a une histoire de Southwest Airlines que j'aime beaucoup, qui est celle Vous savez, Southwest Airlines, c'est une compagnie américaine qui, depuis les années 70, a toujours gagné de l'argent. C'est une low cost airline. Ils ont quasiment inventé le modèle. Ils ont toujours gagné de l'argent. Et puis, leur idée, c'est on part à l'heure,
on arrive à l'heure, on est les moins chers. Point final. Et puis un jour, il y a quelqu'un du marketing qui voulait bien faire, qui est allé voir le CEO en disant, vous savez, on a une route un peu longue là entre Washington et Dallas, je crois, je suis pas sûr, mais bref. Et nos clients nous disent que bon, les cacahuètes c'est bien, mais ils voudraient manger quelque chose. On leur a dit, on leur a posé la question et ils nous ont dit, bah, la salade César, c'est pas mal parce que c'est froid, c'est pas compliqué à préparer et ça passe plutôt bien avec la plupart de nos clients. Le CEO a répondu une chose, c'est-à-dire en quoi est-ce que servir des salades César va me permettre à mes avions de mieux partir à l'heure, de mieux arriver à l'heure ou d'être la moins chère? Évidemment, il n'y avait pas de réponse à ça. La réponse elle est dans la question, elle est rhétorique. Donc la conclusion, c'est que Southwest a continué à distribuer des cacahuètes sur cette route. Et ça, c'est un point extrêmement important, je pense, quand on s'attaque à l'angle du client, c'est de rester le maître du choix de sa proposition de valeur, de garder bien en tête et d'avoir beaucoup de clarté sur ce qu'on veut être et ce qu'on ne veut pas être pour ses clients. Et ça, c'est un choix qui évidemment va dépendre du contexte. Chaque société est différente. Si vous êtes McDonald's, vous avez une proposition de valeur qui sera très claire, pas chère, rapide. Et si vous êtes un Goemio étoilé ou un étoilé, vous aurez vous aurez une autre approche. Donc, ce contexte dépend de vous. Vous devez le maîtriser. Vous devez être rigoureux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, et même un peu ayatolesque, si vous me permettez l'expression, dans la mise en œuvre de cette proposition de valeur que vous avez choisie. En revanche, c'est dans la façon d'y arriver où je pense qu'il y a un travail qui est puissant, qui est celui de la co-construction. Parce que définir la proposition de valeur, c'est pas le rôle c'est pas le rôle du dirigeant, c'est pas le rôle du DG, c'est pas le rôle du manager de transition, c'est celle de l'équipe. Et c'est pour ça que je dis que cet exercice est extrêmement puissant et rassemble les équipes. Avec des impacts qui peuvent être très très forts. Pour reprendre l'image que j'ai de McDonald's, si vous décidez d'être McDonald's ou si vous décidez d'être un étoilé, non seulement ça va avoir un impact sur votre pricing, votre go-to-market, mais ça va aussi avoir un impact sur votre organisation industrielle, votre organisation logistique, parce que la fraîcheur des aliments n'est pas adressée de la même façon dans un cas de figure que dans l'autre. La cuisine, l'outil de travail dont vous aurez besoin n'est pas le même. Et ça, je l'ai vécu dans des contextes industriels où finalement l'évolution de la proposition de valeur ou la définition d'une nouvelle proposition de valeur avec l'équipe nous a amené à repenser des flux, des schémas industriels, des flux logistiques pour pouvoir être celui qu'on avait décidé d'être sur le marché. Le faire avec les équipes est puissant. Le faire avec les équipes est extrêmement fédérateur au moment où, dans une situation de retournement, on peut se poser beaucoup de questions. Et surtout, il a l'avantage d'être cross-fonction, parce que pour moi, cette définition de la proposition de valeur, j'insiste encore, n'est pas un exercice de chef, c'est pas un exercice de marketeux, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment le moyen de fédérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour qu'ils décident ce qu'ils veulent être pour leurs clients. Donc voilà, ça c'est la première façon d'aborder le sujet. C'était ma première question. Alors j'en ai maintenant une deuxième, et là votre avis m'intéresse. Sur l'affirmation suivante, toujours la même chose. Tapez 1 si vous êtes d'accord, tapez 2 si vous n'êtes pas d'accord, avec le fait que attention à ne pas faire de promesses que nous ne soyons pas capables de tenir. Quelle est votre opinion là-dessus, s'il vous plaît? Et même exercice, Alors, Delphine, je vais te mettre à contribution à nouveau. ouais. Beaucoup de 1. Pour l'instant, je n'ai que des 1. Ouais. 100% 1 pour l'instant. Alors, je vois qu'on a 19 réponses. Un petit chiffre qui s'incrémente, je ne sais pas si c'est ça. Bon. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est contre-intuitif, mais à la fois l'expérience et
les études, je vais revenir dessus après, la science, on pourrait presque dire, nous indique le contraire. Et il vaut mieux faire des promesses, enfin, il est tout à fait acceptable parfois de faire des promesses dont qu'on sait ne pas pouvoir tenir. C'est contre-intuitif, mais c'est aussi une forme de pragmatisme. Tenir toutes ces promesses coûte cher, coûte très cher, et dans une situation de transformation d'entreprise, on n'a pas forcément les moyens d'assumer ça. Je vous ai mis ce petit visuel qui est toujours rigolo, qui dit, voilà, on peut faire bien et pas cher, mais par contre, ce ne sera pas rapide. On peut faire rapide et bien, par contre, ce ne sera pas cher. On peut faire pas cher et rapide, mais par contre, ce ne sera pas forcément très bien. Le message sous-jacent, c'est que vous ne pouvez pas être à l'optimum dans les trois dimensions. Il y a une question d'arbitrage. Et je comprends d'autant mieux la réponse que vient de relever Delphine, que moi-même, une culture industrielle, j'ai été picousé à l'excellence depuis l'excellence opérationnelle depuis ma plus tendre enfance presque. Donc j'avais plutôt l'ambition de vouloir être bon et de ne pas faire de promesses que je ne sois pas capable de tenir. Et puis finalement, ça m'a pris du temps pour réaliser que il est nécessaire de faire des arbitrages. On ne peut pas tout faire pour tout le monde. Il faut faire des choix. Et je vais l'illustrer de deux exemples qui sont nourris d'ingénierie psychologique ou et de différentes études qui ont pu être réalisées sur le sujet. Finalement, qui va marquer un client, c'est pas tant que le service, que la promesse a été remplie, que le fait que si elle n'est pas remplie, le traitement de l'anomalie était bon. Et ça, c'est le paradoxe, notamment dans la gestion des réclamations. Un client pour qui une relation se passe bien, le delivery, comme on dit, est bon, gardera une bonne image de vous, c'est la moindre des choses. Par contre, un client qui aura vécu une difficulté et qui aura vécu une expérience de gestion de la réclamation exceptionnelle, là, quand vous le testez de façon scientifique, de façon statistique, vous donnera une meilleure réponse et aura une meilleure perception de votre service que le premier qui n'a pas eu de problème avec vous. Alors après, ça, c'est un petit truc qui peut être utile quand dans une situation de transformation, dans une organisation, vous ne pouvez pas adresser tous les sujets avec la même intensité. Vous ne pouvez pas pousser tous les curseurs du bon, du rapide et du pas cher en même temps. Si vous devez faire des trade-offs, comme on dit, des arbitrages, sachez que c'est possible à partir du moment où vous mettez de l'énergie, ou en tout cas, vous mettez les moyens de gérer la déception quand la promesse n'est pas tenue. Et il y a deux outils qui sont particulièrement puissants pour faire ça. Il y a ce qu'on appelle en anglais le SPOC, le Single Point of Contact. Ça, c'est un outil très puissant. Ça a été démontré dans des études. À partir du moment où un client a un problème, le fait qu'il ait un seul interlocuteur, qui soit le représentant de l'entreprise, celui qui le rappelle quand il a un problème, celui qui coordonne l'ensemble des fonctions pour vous apporter une réponse, ça, c'est un moyen très puissant de venir compenser par ce que j'ai appelé une émotion positive, le fait que votre performance au départ n'était pas forcément à la hauteur de ses attentes. Et c'est là encore un sujet c'est un sujet de psychologie. Hein. C'est pas j'ai envie de dire, c'est pas une science dure, mais les études démontrent que c'est un très bon moyen de résoudre le problème. Toujours avoir la même personne, signer avec une adresse mail, donner un numéro de téléphone, pas de contact ou de réclamation pour traiter des anomalies, ça c'est à proscrire, mais d'avoir quelqu'un qui évidemment est formé, j'allais dire en empowered, à qui on a donné le pouvoir d'aller chercher l'information et la résolution dans l'entreprise. C'est un moyen très pragmatique, finalement, de résoudre une partie des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le delivery, dans l'exécution de votre promesse. Deuxième sujet, là encore, ça a été démontré par des études de psy.
quand vous traitez une réclamation, quand vous traitez une non-satisfaction, quand vous n'avez pas rempli votre promesse, le temps d'attente est souvent un sujet qui est pris enfin, c'est souvent, par erreur, un sujet qui est mis en priorité. C'est-à-dire, on se dit, OK, le client nous appelle, il faut qu'on lui réponde très vite. Donc, on va chercher, et ça, vous le vivez dans des centres d'appel, par exemple, dans des organisations souvent de services. On fait en sorte que le client n'attende pas au téléphone. C'est très désagréable d'écouter un disque. On lui répond très vite. Du coup, on lui répond mal. Mais comme ça, comme on dit chez moi, on dépote et on résout les problèmes les uns après les autres. Euh, Erreur. En tout cas, c'est ce que nous démontrent les études. Il vaut mieux que le client attende un peu plus longtemps au téléphone, écoute les 4 saisons de Vivaldi quelques minutes de plus, à partir du moment où, quand vous traitez son insatisfaction, quand vous assumez le fait que vous n'avez pas rempli la promesse initiale, vous le faites de façon efficace. Et quand on mesure, quand on fait des exercices de type AB avec les deux populations, une à laquelle on répond très vite mais pas forcément bien, et une à laquelle qu'on laisse, qui attend un peu plus longtemps mais à qui on donne une réponse de meilleure qualité, très clairement, l'impression que vous laissez, c'est mesuré par des NPS, Net Promoter Score, des choses comme ça, l'impression que vous laissez dans le deuxième cas de figure est plus puissant. Donc voilà ce qu'on peut dire quand, dans une situation pragmatique, on n'a pas les moyens de répondre à toutes les promesses de nos clients. Il faut l'assumer. Et dans ce cas-là, valorisez la tranquillité d'esprit de votre client, valorisez, mettez de l'énergie sur la gestion de l'anomalie plutôt que sur l'excellence du delivery ou sur l'excellence de la performance. Je sais, c'est contre-intuitif, je sais, c'est pas complètement satisfaisant intellectuellement, euh, mais ça marche. Et puis surtout, là encore, expérience vécue, c'est que sans envoyer à vos clients, à vos collaborateurs le message que vous acceptez la performance, c'est pas de ça dont il s'agit, mais montrer que vous faites preuve de réalisme sur ce que l'entreprise est capable de faire et de ne pas faire, donne d'autant plus sur les promesses que vous assumez et le fait que vous assumiez aussi de ne pas toujours tenir les promesses. C'est un message très fort de réalisme, ce qui fait que quand vous avez des exigences élevées, elles ne paraissent pas démesurées ou hors de contexte ou hors sol. Elles sont d'autant plus entendues que vous avez fait preuve j'allais dire, de pragmatisme dans la gestion du delivery. Pour y arriver, hein, l'outil que moi je recommande, c'est finalement de faire le parcours de vos clients, ce qu'on appelle le parcours client, pour identifier ce qui leur apportera de l'émotion, ce qui fait qu'ils reviendront. Et ce mot de parcours client, ce mot d'émotion, ce ne sont pas comment dirais-je, des concepts issus uniquement du monde de la grande consommation, du retail, comme on dit en anglais, ou des services. C'est aussi une démarche qui fonctionne très bien dans les environnements industriels. On a des expériences, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait OneStone, c'est pas l'objet de cette présentation, mais on a des expériences avec des clients qui faisaient des produits très techniques, des câbles, des choses comme ça, des produits très techniques, et en retravaillant le process de la réclamation avec eux, on a été capable de fidéliser leurs clients, indépendamment du fait qu'ils faisaient des produits exceptionnellement bons. Donc, dans des contextes industriels, ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, le parcours client, c'est finalement la façon de le faire, c'est un petit peu comme on fait du value stream mapping ou du spaghetti diagram quand on fait de l'excellence opérationnelle, où finalement on va identifier analyser des process. Voilà, troisième question que je voulais partager avec vous, sur laquelle je vous propose de réfléchir ensemble. On a parlé beaucoup de ce qu'est comment le client, dans une phase de retournement, peut être le totem, comment on rassemble l'équipe autour de lui, comment collectivement on vient définir la proposition de valeur, comment collectivement on vient accepter nos qualités et nos non-qualités. Donc, troisième question, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation qui dit que l'attitude des collaborateurs est essentielle
pour réussir à construire ce que j'ai appelé précédemment l'expérience client. Donc, si vous voulez bien répondre, 1, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, 2, si vous n'êtes pas d'accord, et Delphine va nous dire ce que Pour vous en l'instant, que pensez. des 1. 1 plus. 1 plus, intéressant. Oui, que des 1. Ouais. 20, ok. Ça continue à répondre. Je confirme. Que des 1. Oui, c'est ça. Eh ben, avant de vous donner mon point de vue là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire. Celle d'une petite fille qui, à qui sa maman a demandé de cuisiner des saucisses. Et donc, elle cuit les saucisses, et puis avant de cuire la saucisse, comme sa maman lui a dit, elle coupe les deux extrémités de la saucisse, elle les met dans la poêle et elle cuit sa saucisse. Et comme cette petite fille est curieuse, un jour, elle va demander à sa maman, elle dit, mais maman, pourquoi est-ce que quand tu me demandes de cuire une saucisse, il faut que je coupe les deux extrémités de la saucisse avant de la mettre dans la poêle? Et sa maman lui répond, bah, écoute, ma chérie, c'est comme ça que ta grand-mère m'a appris à cuire les saucisses, donc je cuis les saucisses comme ça, et je t'avouerai que je me suis jamais posé la question. Donc la petite fille est très curieuse, elle va voir sa grand-mère, elle dit, mamie, maman m'a demandé de cuire des saucisses, quand je les cuis, il faut que je coupe les deux extrémités, pourquoi? Ça fait, je comprends pas, à quoi ça sert? Et la grand-mère dit, écoute ma chérie, c'est ma maman, ton arrière-grand-mère, Mouna, qui m'a dit de faire comme ça quand je cuisais des saucisses. Bon. Et donc la petite fille, vous avez compris maintenant, elle lâche pas le bout, comme on dit, elle est particulièrement curieuse, donc elle va voir son arrière-grand-mère, elle dit, Mouna, euh, maman m'a expliqué, et mamie aussi, que quand je dois cuire des saucisses, il faut que je coupe les deux extrémités avant de la cuire. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on fait ça? Et à ce moment-là, l'arrière-grand-mère regarde son arrière-petite-fille et dit, mais attends, mais moi je croyais que la toute petite poêle qu'on utilisait à l'époque, il y avait très longtemps qu'on l'avait jetée. Et en fait, le message ou l'histoire derrière tout ça, c'est que on a dans nos organisations des processus, on a dans notre organisation des façons de faire dont on ne sait plus forcément d'ailleurs d'où elles viennent et qu'on ne challenge pas et qui s'inscrivent et qui pénalisent et qui nous pénalisent. Et il y a quelqu'un qui l'a dit très bien, c'est ce monsieur dont je montre la photo. Certains d'entre vous vont peut-être le reconnaître. C'est un docteur en mathématiques, je donne quelques indices. C'est un grand spécialiste pendant la Deuxième Guerre mondiale de logistique et d'organisation industrielle qui a aidé à mettre en place ou à animer l'économie de guerre. Il a dit, ma méthode, c'est la démocratie dans l'industrie. Vous le connaissez sans doute, c'est Monsieur Deming. Monsieur Deming, celui de la roue de Deming, la roue du PDCA, Plan Do Check Act. Je ne vais pas rentrer davantage là-dessus. Dans la Delville Academy, on a une présentation brillante sur l'excellence opérationnelle que vous pouvez peut-être voir en replay, donc je ne veux pas me substituer à ça. Mais il a dit une chose qui est extrêmement puissante. Il dit, a bad system will beat a good person every time. Un mauvais système, moi je le traduis en process, ne permettra jamais à un collaborateur de bien travailler, indépendamment des qualités du collaborateur. Deming est même allé plus loin, parce qu'il était statisticien. Il a considéré que 94% des problèmes rencontrés dans les entreprises sont des problèmes systémiques qui ne sont pas basés sur la performance individuelle. Et ça aussi, c'est un message qui pour moi est très fort parce que moi, le premier, j'ai pu me retrouver dans des situations à chercher, sinon les coupables, du moins à chercher à embarquer les équipes sur l'orientation client, à leur expliquer qu'il fallait mettre le client au cœur de nos process, il fallait redéfinir notre proposition de valeur, etc., etc. Mais l'expérience, qui est renforcée par celle de mes collègues aujourd'hui chez OneStone, c'est que si vous mettez des bonnes personnes, mais que vous leur demandez d'exécuter un mauvais process, vous aurez un mauvais résultat. Alors, si vous mettez des mauvaises personnes, des gens non capables, ce sera pas mieux, je vous l'accorde. Mais mon message, c'est avant de taper sur les équipes ou de chercher à embarquer les équipes ou assurez-vous
questionnez le process, posez-vous la question, est-ce que ce qu'on fait a encore du sens, l'histoire de la petite poêle pour les grandes saucisses. C'est vraiment un point de vigilance, et là encore basé sur quelques années d'expérience dans l'industrie, que euh, l'effort sur le process et ce que les Japonais appellent l'effort sur l'identification du gaspillage, comment pas diagramme, pardon, ces deux caractères Kenji veulent dire sans valeur et charge lourde. En japonais, une charge lourde sans valeur, c'est un gaspillage. Ce qu'on connaît dans le monde de l'excellence opérationnelle comme les muda, les fameux Muri Muda, Muri, Mura et Muda, oui, qui sont les formes de gaspillage. Je ne vais pas rentrer là encore, il y a des gens qui ont fait d'excellentes présentations sur ce sujet, mais réfléchissez, et là encore, c'est un moyen d'embarquer vos équipes dans l'exercice. Si avec vos équipes, vous analysez vos processus, vous allez chercher à identifier les tâches sans valeur, les muda, vous obtiendrez vraisemblablement leur adhésion. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue à chaque fois. Vous démontrez que vous êtes capable de challenger le statu quo, et pas uniquement en demandant aux gens de faire des efforts, mais en faisant aussi des efforts pour adapter les process aux résultats. C'est extrêmement puissant. Toujours et là, comme en environnement industriel, on va chercher les MUDA. Un des moyens de le faire, c'est ce qu'en milieu industriel, on appelle ça les Kaizen Blitz, les chantiers Kaizen, c'est-à-dire on met autour de la table des gens pour résoudre un problème précis à un moment donné. Utiliser ce même type de méthodologie dans des environnements commerciaux, finalement, quand on parle de relations avec les clients, euh, amène à énormément d'énergie une organisation, et extrêmement puissant. Pour renforcer mon point, les Anglais ont cette expression que j'aime beaucoup: le contexte gouverne le comportement. Donc, votre responsabilité, notre responsabilité en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que pilote d'organisation, c'est de déployer un contexte qui permette le comportement dont vous avez besoin. Donc, voilà ma réponse à cette affirmation qui dit que l'orientation client est d'abord une affaire d'état d'esprit. Oui, évidemment, il vaut mieux avoir des gens qui, en plus, sont embarqués, mais si vous n'avez que des gens qui ont le bon état d'esprit, et que le contexte dans lequel vous les faites évoluer n'est pas adapté, parce que les process n'ont pas été challengés, parce que la simplification n'a pas été recherchée par la disparition des gaspillages, eh bien, vous n'aurez pas l'objectif que vous cherchez à atteindre. Donc, le corollaire de ça, évidemment, c'est la nécessité de mettre en place des process qui soient suffisamment robustes, qui ne soient pas dépendants des gens. L'outil pour y arriver, ce que moi je recommande de mettre en place, là encore, c'est toujours cette notion de modélisation, ce que je vous disais tout à l'heure. Le value stream mapping, on l'utilise couramment dans des environnements industriels pour aller chercher à comprendre les interactions ou les efficiences et les inefficiences dans un flux. Ça s'applique parfaitement bien à ce que moi j'appelle le parcours client, c'est-à-dire l'ensemble de la relation depuis le premier contact, ou même la création du besoin, la prise de commande, la consultation, la prise de commande, la livraison. Vous intégrez les schémas logistiques, vous intégrez les schémas d'information. Bref, vous faites ce qu'on fait fréquemment quand on cherche des inefficiences dans d'autres contextes. Ça marche aussi très bien quand on est dans les domaines de la relation client. Question suivante ou affirmation suivante sur laquelle j'ai encore besoin de votre point de vue. Quand je m'attaque à ces sujets-là, est-ce que j'ai toujours les idées claires, ou est-ce que je ne sais pas par quoi commencer?
Et là, dernière fois, je vais vous demander à nouveau de me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez intuitivement ou naturellement les idées claires sur la façon dont vous le faites? Et auquel cas, ça m'intéressera qu'on en reparle après dans la partie Q&A. Une majorité de un. Ah, il y a des 2 qui arrivent. Des gens qui ont déjà les idées claires. Il y a un mixte, mais une majorité quand même de un. De De 1. un. Ouais. Mais C'est, ça me surprend pas et c'est la raison pour laquelle je pose la question parce que de par mes expériences et les interactions que je peux avoir avec avec différents dirigeants ou managers, pas animateurs d'organisation, c'est souvent une une question qui revient. Euh, l'orient, J'allais dire le travail sur l'alignement d'une organisation, le déploiement d'une orientation client, c'est pas quelque chose de fluffy, c'est pas quelque chose de nuageux, de vaporeux. Euh, pour moi, c'est quelque chose de rigoureux. Il y a des outils pour ça, il y a une façon d'appréhender le sujet. Ce que je peux vous dire, pour l'avoir testé ou tenté sans succès, c'est que ça sert à rien de commencer par des déclarations. Ça sert à rien de commencer par ce que j'appelle les posters dans les salles de réunion, quelle que soit la façon dont le poster est imagé et quel que soit le message sous-jacent, mais les posters du type le client est roi, le client. La déclaration ne sert à rien, la prise de parole, même si elle est mise en musique intelligemment. Moi, j'ai en tête un échec cuisant que j'ai vécu dans ma carrière, d'une démarche de ce type pour laquelle j'avais en plus eu le support d'un actionnaire qui m'avait donné de l'argent. On avait fait appel à Publicis Consultant pour monter une très belle campagne. On avait vraiment des choses très chouettes. On avait une prise de parole du CEO en visio, en vidéo qu'on avait envoyé à tous les collaborateurs. On avait des goodies. Bref, on avait fait tout ce qu'il fallait. Euh, pour communiquer, mais communiquer sur un concept nuageux. Bon, le résultat, vous l'avez entendu dans la façon dont j'ai présenté le sujet, ça a été un brillant échec. Donc pour moi, je pars du principe que l'expérience client, la CX comme on appelle ça en anglais, la Customer Experience, c'est comme l'OPX, c'est comme l'excellence opérationnelle. Euh, Elle s'appuie sur des outils, elle s'appuie sur des méthodes simples. Je vous l'ai dit précédemment, premier outil, c'est modéliser. Modéliser ses flux, modéliser ses process, et à chaque fois le faire avec les collaborateurs. C'est le faire en co-construction. Alors, vous pouvez vous faire aider par des consultants, j'en connais sur le sujet, on pourra en reparler, mais et c'est d'ailleurs recommandé parce qu'il y a justement pour aller plus vite dans le déploiement des méthodes, mais c'est pas le consultant qui va vous amener la solution. Ce sont vos collaborateurs, animés par des gens qui savent le faire et qui vont poser les bonnes questions, mais c'est l'ensemble de votre équipe qui va définir ces process. Deuxième outil, c'est celui de, alors, nous on appelle ça dans le jargon des bootcamps, c'est dans le monde de l'industrie on appelle ça un Kaizen Blitz, c'est-à-dire c'est cette idée de regrouper l'équipe pour définir par exemple une proposition de valeur et de prendre l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, finance, commerce, marketing, production, logistique, direction générale, parce qu'il faut un engagement visible de la direction générale si vous voulez que ça marche. Et c'est avec des choses comme ça que vous êtes capable de construire votre proposition de valeur. Et puis après, euh, comme dans l'excellence opérationnelle, ça sert à rien de tout transformer tout de suite.
Moi, je suis convaincu. Alors, je n'aime pas appeler ça des proof of concept, parce que si une proof of concept, ça veut dire que vous avez un concept que vous essayez dont vous essayez de prouver démontrer la pertinence. Moi, je préfère appeler ça une start-up, c'est-à-dire on a une idée qui sort de notre bootcamp ou qui sort de l'exercice qu'on a fait d'analyse de nos processus. On a une idée et cette idée, on va la tester, on va voir si elle est bonne. Et la seule façon de voir si elle est bonne, c'est de regarder si elle a un impact pour le client. Est-ce que ça crée, et une façon de relever l'impact, c'est est-ce que ça crée une émotion d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, est-ce que le client perçoit une différence dans ce que vous avez fait? D'accord. Vous faites cette startup, vous le faites en mode agile, vous testez une idée. Je vais donner un exemple très concret pour illustrer mon propos. Cas de figure qui m'a occupé quelques temps. Euh, on avait l'intuition, ou en tout cas, on avait identifié en faisant un exercice de type Kaizen Blitz, un fameux bootcamp, que que nos clients allaient être sensibles à une proposition de valeur qui portait le délai de réponse très court et qui accorderait de l'importance. Bon, mais on allait le tester. Et on allait le tester en faisant une chose très simple. C'est on n'a pas modifié notre organisation. On a juste pris quelques clients et une ou deux commerciales qui ont donné à ces clients un temps de délai très court, temps de réponse très court. Et ensuite, on est allé interroger les clients en disant, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il se passait quelque chose? Puis ils nous ont dit, bah oui, chez vous, là, c'est bizarre, mais maintenant les gens répondent vite, alors qu'avant, ils répondaient pas vite. Bon, super. Ça, c'est donc on validait j'allais dire, la pertinence de cette startup. Je dis startup parce qu'on n'avait toujours rien changé au reste de l'organisation. C'était vraiment une mini activité. Ensuite, on a dit, bah, écoutez, la semaine suivante ou dans les semaines qu'on suivit, on a offert ce délai court. On a répondu très vite, offert un délai court et on a augmenté le prix des produits. Et on a regardé si le taux de conversion d'une consultation en commande avait baissé en augmentant le prix du produit. Et en fait, on s'est rendu compte que les clients continuaient à passer des commandes et que le taux de conversion était d'ailleurs plutôt meilleur que quand on n'offrait pas un délai court. Donc on s'est dit, tiens, il y a effectivement, on crée quelque chose dont le client a vraiment besoin. Donc on valide notre proposition de valeur. On l'a testé évidemment. Je suis un petit peu gourmand, donc on est allé plus haut dans le test du prix. On s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, quand même, si on doublait les prix, on commençait à perdre des commandes. Donc on a testé comme ça, par des phases d'itération successives, euh, la pertinence d'une offre. Et ensuite, une fois qu'on a validé ça, on l'a déployé à l'échelle et à ce moment-là, ben, on a mis en place l'organisation industrielle qui permette de répondre à ce besoin, de promouvoir cette proposition de valeur à l'ensemble de la clientèle et non plus à un certain nombre de clients témoins. Donc vous voyez, moi mon message c'est ça, c'est de dire il y a des façons de faire, ces façons, il y a des méthodologies, ce sont des choses très pratiques. Euh, Partez du concret, restez dans le concret, les posters et les discours sur la boîte à savon, comme on dit, viendront plus tard. Utilisez les outils que vous connaissez. Ça, c'est l'autre message. Et moi, ça a été ma découverte, c'est que finalement, les outils de l'expérience client souvent ressemblent aux outils de l'excellence opérationnelle, dont je pense certains d'entre vous peut-être même beaucoup d'entre vous sont familiers. Ça sert à rien de réinventer et je crois il faut rester concret. Il n'y a pas de raison qu'une organisation commerciale ne fonctionne pas comme une organisation logistique ou une organisation industrielle et puisse pas répondre au même stimulus. Et puis évidemment, mais ça c'est Delphine, c'est mon one second, mes 2 secondes. Si vous avez besoin d'en parler et si vous avez besoin de formaliser les outils, évidemment, je me tiens à votre disposition. Mais c'est pas le sens de ma présentation, c'est surtout de partager avec vous cette idée de dire prenez un caillou à la fois, déplacez-le et à la fin vous vous rendrez compte que vous avez déplacé une montagne. Voilà, c'est le sens de mon message. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois qu'il est déjà 9h15. Et alors, merci infiniment, Nicolas. Alors, si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser dans la partie chat. C'était déjà très dense, donc je pense que tu as répondu à pas mal d'interrogations.
Peut-être le mot de la fin, Nicolas, en attendant que des questions nous parviennent ou pour conclure, tout simplement. Non, mais enfin, ma conclusion, je viens de la partager avec vous. Partez de, enfin, moi, j'ai vécu intimement, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous aujourd'hui, la puissance dans une situation compliquée, sans rentrer dans les détails, c'est pas l'objet, mais avec un plan social lourd, etc., d'avoir utilisé les clients, d'avoir remis, enfin pas utilisé, mais d'avoir mis le client comme totem autour duquel l'organisation s'est regroupée, ça a été extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que j'en parle avec cette conviction. Elle est ancrée sur une expérience qui a été assez impressionnante dans un contexte social qui était compliqué. Je vous dis, on a la fermeture de sites, licenciement, PSE significatif, attractif, enfin bref. Et ça a été un moyen de maintenir l'organisation, ça a été un moyen de redonner du souffle à l'organisation. Et par contre, ça n'a pas été fait en grimpant en écrivant des posters, comme je vous l'ai dit. Ça a été une succession d'outils, souvent qui viennent du monde de l'industrie d'ailleurs, qui est le monde qui m'a inspiré ça a vraiment été pour moi, voilà, une épiphanie, j'ai envie de dire. La puissance du client était au-delà de l'impact qu'il a sur la top line, évidemment. Alors attends, on m'indique que le chat est bloqué. C'est bizarre ça pour le coup. Euh, Tac, tac, tac. Parce qu'en même temps, c'est étonnant parce que les uns et les autres ont pu mettre des 1 et des 2. Donc c'est bizarre. On est en train de voir avec le marketing. De toute façon, enfin, je ne sais pas, Nicolas, si... Alors, Nathalie, je te vois. Apparemment, ah bah Oui, c'est bon oui, pourtant. j'ai apparu. En réalité, le QNR fonctionne très bien, hein, mais effectivement, les questions sont à poser dans le QNR, en fait. Alors, si Ah oui, c'est ça. certains les posent dans la discussion, ça ne fonctionnera pas, mais dans le QNR, ça fonctionne très bien. Ok. Donc là, je suis en train de regarder si les questions nous Ah parviennent. oui, de mon côté, le chat est indiqué comme désactivé depuis le début. Oui. Tiens, je vois, Nathalie, une question. Et alors, effectivement, nous avons une question qui nous dit donc, avec, j'imagine que c'était du Oui. blabla. Du blabla, ouais. Croyez-vous que le client sera content s'il n'y a pas de résolution de sa réclamation? Non, non. Alors, il y a deux éléments à cette réponse. Premier élément, c'est pas du blabla qu'il faut apporter à son client, certainement, c'est de la transparence sur ce qu'on est capable et dire je ne sais pas encore vous répondre monsieur. Pour moi, c'est pas du blabla, c'est une forme de pragmatisme, c'est une forme de transparence. Là où Là où la chose est surprenante, et on l'a testé avec, je pense à un client en particulier de OneStone, on est dans un contexte de gestion des réclamations, dans une société de services, c'est la Poste luxembourgeoise pour ne pas la nommer, et on a pu démontrer que même lorsque la réponse au client était négative, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas une suite favorable à sa réclamation, à partir du moment où la gestion de la réclamation était bien faite, on était capable d'obtenir la satisfaction du client. Je sais, c'est paradoxal, mais il y a des cas de figure très, très précis où on ne peut pas donner une suite favorable au client parce que, je sais pas moi, il s'est fait hacker son compte, par exemple. Et donc, ça, j'ai envie de dire, le client, la Poste luxembourgeoise n'en était pas responsable. Ça avait une conséquence pour lui. Donc, on disait, désolé, monsieur, on va pas pouvoir vous rembourser pour telle ou telle opération. La façon dont la réclamation est gérée permet, oui, d'obtenir la satisfaction du client. Et le NPS, le Net Promoter Score, a permis de le démontrer.
Donc, pour répondre à Simon, c'est pas du blabla, c'est de la rigueur, c'est un process de gestion des réclamations. Mais oui, s'il n'y a pas de résolution, on peut obtenir malgré tout un client content. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, une remarque de la part de François qui nous dit customer au centre, oui, mais autres stakeholders comme l'investisseur actionnaire, pas mal non plus. Ouais, Voilà. oui, François a raison. Mais là, en l'occurrence, c'est le moyen et le résultat. J'ai envie de dire, la Absolument. satisfaction de l'actionnaire, c'est le résultat. La satisfaction du client, c'est un bon moyen de d'obtenir ce résultat. Donc, c'est pas, je n'opposerai pas les deux. C'est ça. Et Simon qui rajoute, aujourd'hui, le service client, dans 99% des cas, est dans le déni. Ouais, alors je suis pas sûr de comprendre le message de Je comprends Simon. la remarque. 99% de satisfaction d'un service client, je suis d'accord, si on obtient ça, c'est qu'on est dans un déni de réalité. Nous, notre expérience et l'expérience de mes collègues de OneStone démontrent que les chiffres sont moins bons que ça. Mais c'est un des mots aujourd'hui dans la gestion de la relation client, c'est un des mots que d'avoir ces indicateurs pastèques, c'est-à-dire qu'ils sont tout verts autour et ils sont rouges au milieu. Ça fait très chic c'est de bon ton que de montrer un NPS. Le NPS, tout le monde en fait maintenant, du Net Promoter Score, ce qui est un indicateur pertinent. C'est pas le seul, mais c'est un indicateur, un des indicateurs utilisés. Et maintenant, on en fait un outil de marketing du NPS. Pour moi, le NPS, c'est pas un outil de marketing. Le NPS est un outil qui va nourrir le marketing. Euh, Oui, 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 absolument. Euh, Charles nous dit, la nationalité et donc la culture des clients comptent beaucoup. Les points soulevés me semblent devoir être adaptés au contexte culturel. oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec Charles, et je l'ai dit d'ailleurs à deux reprises, je crois, dans ma présentation, c'est la façon dont on définit la proposition de valeur. Elle dépend du contexte. Et le contexte culturel est un des éléments du contexte. De la même façon, la notion de service, la notion de satisfaction dépend du contexte. Mais je crois qu'il y a des invariants. J'ai envie de dire, l'invariant, c'est l'utilisation d'outils robustes pour obtenir le résultat. Après, le résultat sera contexte dependent et culturellement dépendant. Mhm. Et Frédéric nous dit que selon lui, il peut être dangereux de laisser les commerciaux imaginer que l'on peut s'écarter de la promesse commerciale, mais en effet, le traitement positif d'une NC reste souvent gravé dans la mémoire du client. N'est-ce pas là où l'on doit concentrer les efforts? Alors, je vous dis, moi, mon propos était de faire preuve de pragmatisme. Dans une situation de retournement, c'est un peu le point de départ de ma réflexion pour cette séquence ce matin. On est dans un monde contraint, on est dans un monde où il faut définir quelques lignes de force très claires vers lesquelles on fait évoluer l'entreprise. Si on peut être bon partout, c'est formidable. Mais moi, dans mon contexte, voilà, il fallait faire des trade-offs. Donc oui, il faut concentrer les efforts dans la gestion des non-conformités à partir du moment où on sait qu'on va en générer. Euh, et je pense que laisser les commerciaux imaginer qu'on peut s'éloigner de la promesse client, alors c'était pas le sens de mon propos. Mon propos était plutôt de dire définissons bien quelle est notre promesse client, de manière à ce que les commerciaux défendent la bonne. Que j'ai appelé précédemment la proposition de valeur. Et c'est un bon moyen d'éviter de s'en écarter parce que ça permet à tout le monde d'avoir la même promesse client, d'avoir la même proposition de valeur ou promesse commerciale et donc de moins créer d'insatisfaction. Le pire, c'est quand chacun à son niveau essaie de faire le mieux, du mieux qu'il peut, et de manière générale, les collaborateurs le font, mais que chacun a une compréhension différente.
Si dans la même organisation, vous avez quelqu'un qui pense qu'il est McDonald's, qui travaille pour McDonald's, et que vous en avez un autre qui pense qu'il travaille pour un restaurant étoilé, vous allez avoir un problème en cuisine. Et là, vous êtes sûr d'avoir des non-conformités dans tous les sens. Donc, c'est cet alignement en amont qui, pour moi, est très puissant. Bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas. Autre question de François. Que pensez-vous des quick wins pour embarquer les collaborateurs et clients? Oui, je suis complètement d'accord. C'est aussi c'est une approche que moi je, je promeus ou dont je suis friand, c'est d'identifier quelques quick wins. Ces quick wins, ils vont venir. J'utilisais tout à l'heure l'image du caillou. Vous amenez une pierre à la fois et vous l'amenez le plus loin possible. Et puis à force de les amener, c'est comme ça que vous déplacerez la montagne. Montrez à l'équipe que vous êtes capable de prendre une pierre, de l'amener le plus loin possible, ça fait pour moi partie des quick wins. Ça fait partie de ces éléments, de ces moments où l'entreprise se rend compte qu'elle est capable de réaliser certaines choses. Donc, je suis complètement d'accord avec cette approche. Et on nous demande, enfin, on nous précise effectivement, et c'est factuel, qu'il y a une multiplication de la sollicitation des clients sur leur expérience de manière à sortir des KPI. Pensez-vous à pensez-vous à un exemple où cela est bien fait de manière, enfin, est fait de manière pertinente, j'imagine et que ce n'est pas pénible pour le client. Multiplication de la sollicitation sur leur expérience et sortir des KPI. Alors, oui, je pense que ce à quoi Eric fait référence, c'est à cette déferlante de questionnaires auxquels on est soumis après chaque interaction avec un centre de service, vous descendez d'un avion, Air France vous demande si vous avez eu un bon vol, c'est ça, oui. La SNCF s'y met. Effectivement, ça devient overwhelming, enfin, bref, ça devient un peu envahissant. Euh, alors, j'ai des exemples où c'est bien fait et peu pénible pour le client. En l'occurrence, c'est pas un exemple sur lequel on a travaillé directement, mais je me souviens d'une présentation d'une société de négoce industriel qui s'appelle Raboni. Et ça m'avait frappé. Ce sont des gens qui donc ont plein de points de vente, de points de distribution. C'est la distribution pour le bâtiment et grosso modo, ils avaient fait de chacune, enfin, ils cherchaient chacune de leurs interactions était mesurée. Ils l'ont fait avec des outils digitaux qui semblaient assez bluffants. Et je sais que Raboni était très content du résultat et ça leur avait permis justement d'embarquer leurs équipes, mais de façon positive, en devenant contributeurs de la capture de l'information, analystes de l'information qu'ils avaient reçue et donc nourrissaient une démarche d'amélioration continue qui était très, très marquée par le terrain. Donc, Eric, si ça vous intéresse, on peut rentrer en contact offline et j'essaierai de vous retrouver les références de cette présentation de Raboni qui m'avait frappé justement parce qu'ils avaient résolu ce problème. Enfin, ils semblaient l'avoir résolu efficacement. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois que nous arrivons à la fin des questions. Bon, très bien, merci beaucoup Nathalie. Alors encore une fois, merci infiniment Nicolas de ton intervention tout à fait percutante. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors je vous invite à retrouver le replay sur notre page LinkedIn Delville Management. Nous allons le publier très prochainement. De mon côté, je vous donne rendez-vous le 28 mars. Nous recevrons cette fois Jean-Georges Malcor qui nous parlera de gouvernance d'entreprise, de la relation avec les investisseurs et de la gestion des risques et de la complexité. Vaste programme. En attendant, je vous souhaite à toutes, à tous une très belle fin de semaine. À très bientôt. Merci Nicolas. Au revoir. Merci Merci à beaucoup, vous. Nicolas. À Merci. Au très revoir. bientôt. Au revoir.